démarre d'un abbé qui a trouvé un trésor. C'est une chose banale, c'est une chose que, en France, tous les villages de France n'ont pas un curé qui trouve un trésor, mais il y a des gens qui trouvent des trésors. Ça arrive relativement souvent. Mais pourtant, Rennes-le-Château, ça a pris une autre dimension. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, je dis souvent que Rennes-le-Château, c'est plus fort que toi, parce qu'à Rennes-le-Château, il existe une histoire propre à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, l'histoire se défend. L'histoire de Rennes-le-Château, elle se défend. Il y a des fois, vous trouvez des arguments qui vous permettent de dire « Ah, ça y est, j'ai compris », mais en même temps que vous trouvez un argument, vous en sortez un autre qui dit « Ben non, tu n'as pas compris ». Et il faut continuer la recherche. C'est pour ça que j'ai dit que l'affaire de Rennes-le-Château est souvent plus forte que nous. Donc voilà, donc c'est l'affaire de la Bessonnière qui a trouvé un trésor, et donc ça se passe à la fin du siècle dernier, à la fin du 19e siècle. Il ne reste pas très longtemps à Rennes-le-Château, vous savez tous, il reste un bon 30 ans, 32 ans, avant de mourir, et il a trouvé un trésor, il a construit tout ce que vous avez vu, et pendant pas mal d'années, pendant une quarantaine d'années, on n'en parlera quasiment plus de ce trésor. Il y a quelques articles, il y a quelques mentions dans un livre, notamment un article d'un journaliste belge qui vient en vacances ici, qui en 1948 fait un article où il parle de la Bessonnière, mais il en parle d'une manière, il parle plutôt d'un curé qui est un peu particulier, plus de quelqu'un qui a trouvé un trésor. Moi j'ai dit les 3 trésors de la Bessonnière. En fait, si tout le monde est d'accord pour dire que la Bessonnière a trouvé un trésor, là où les gens ne sont pas d'accord, ils ne sont plus d'accord, c'est pour dire d'où vient ce trésor. Et à l'origine de l'affaire, dans les années 50, il y a 3 directions importantes dans lesquelles vont s'orienter les chercheurs. Le trésor de Blanche de Castille, le trésor des Visigoths et le Graal des Cathares. Dans les années 50, c'est sur ces 3 axes qu'on va orienter les recherches. Le livre que vous voyez à gauche, vous le connaissez, hein, c'est le livre fameux L'Or de Rennes, de Rennes-le-Château, c'est ce qui permet, on va voir comment on arrive à l'Or de Rennes. Comment, en quittant la Bessonnière, l'histoire de la Bessonnière, comment on arrive à Gérard de Sède, qui va nous écrire un livre et qui ensuite va permettre d'écrire le Da Vinci Code, qui lui sera vraiment le summum de tout ce qu'on peut imaginer à partir de quelques éléments qu'on possède sur Rennes-le-Château. Et le premier connu, c'est écrit par Albert Salamon, qui fait pendant 3 jours 3 articles sur la fabuleuse découverte du curé au milliard, et où il énonce, il met à jour le trésor de Blanche de Castille. L'hôtelier qui à l'époque habite à Rennes-le-Château, Noël Corbu, est persuadé que c'est le trésor de Blanche de Castille que la Bessonnière a trouvé. Donc, lui, Noël Corbu, il va toujours dire que ce trésor, il a été découvert, et il va donner des éléments qui ont permis à la Bessonnière de le découvrir. Dans cet article, il y a des chercheurs à Rennes-le-Château, ils font des trous, ils ont des pioches, ils recherchent un trésor, mais ils ne cherchent pas qui aurait pu, il n'y a pas de code, il n'y a pas de parchemin, il n'y a rien du tout. Il y a simplement des gens qui recherchent un trésor. À partir de cet article, on va commencer à donner des explications pour savoir comment on est arrivé pourquoi la Bessonnière a trouvé un trésor. Alors, le premier article, donc celui que vous avez vu avant, c'est janvier 56. Dès avril 56, paraît cet article, 3 squelettes à la place du trésor de Blanche de Castille, ajoute au mystère du domaine de la belle Marinette. Alors pourquoi l'article est comme ça? En fait, le monsieur que vous voyez en haut à gauche, c'est Jean Bazal. Jean Bazal, c'est un grand monsieur, c'est un grand journaliste, c'est un grand romancier, c'est-à-dire un homme de presse important, qui a été le rédacteur en chef du journal que vous voyez là, qui s'appelle V Magazine. V Magazine, c'est un journal qui est né à la fin de la guerre, en 1944. Ça s'appelle V Magazine, parce que la première couverture représentait le général de Gaulle, avec le fameux V de la victoire. C'est pour ça que ça s'appelle V Magazine. Alors, le journal deviendra plutôt une revue olé olé, il sera plus olé olé que gaulliste en fait. Hein. Et il y aura beaucoup de femmes un peu nues qui vont illustrer les couvertures. Mais Jean Bazal, dans V Magazine, va embaucher plusieurs personnes. Il va embaucher notamment Robert Charroux. Parce que c'est Charroux qui lui parle de trésor, on n'en sait rien. Il va embaucher aussi les époux Rivière. Les époux Rivière sont des gens qui ont aussi écrit sur Rennes-le-Château. Et dans son article, Jean Bazal va évoquer
l'origine du trésor, donc il va dire, c'est peut-être le trésor des Visigoths, mais c'est sans doute, ça a sans doute un rapport avec le Graal des Cathares et le trésor des Cathares. Alors pourquoi dit-il ça, Jean Basal? C'est parce qu'il a fait une enquête, une grosse enquête sur le pays cathare. Il a rencontré René Naldi, il a rencontré Déodat Rocher, et il a été fasciné, subjugué par cette histoire, et il se passionne pour le trésor des Cathares, et pour, en fait, pour l'épopée cathare en général. Donc il va en parler souvent dans ses livres, et c'est sans doute à cette occasion, donc dans les années 50, qu'il va rencontrer, peut-être en parlant à René Naldi, ou à Estieux, ou je ne sais pas à qui va-t-il parler, mais peut-être c'est à ce moment-là qu'il va avoir connaissance de l'affaire de Rennes-le-Château. Voilà, donc ça, c'est une double page de V Magazine, donc vous voyez toujours qui n'a pas son petit trésor, donc vous voyez toujours les femmes un peu olé olé, et dans cet article, on parle, enfin Robert Charroux intervient. On est en 48, donc on est 10 ans avant Rennes-le-Château, mais Robert Charroux, déjà, qui n'a pas son petit trésor, ça rappelle un peu, donc, oui, bon, donc, il y a une vingtaine, on ne parle pas de Rennes-le-Château, mais il y a une vingtaine d'endroits où on dit il y a un trésor là, et on parle même, au niveau de ce paragraphe, d'une société anonyme des chercheurs de trésors. Donc dans cet article, on a Jean Basal, qui est directeur de la publication, il y a Robert Charroux, qui évidemment écrit l'article, écrit une partie de l'article, il n'écrit pas tout, et les époux Rivière qui fournissent des prises de vue. On a dans ce journal les 3 journalistes, Rivière, Charroux et Basal, qui vont écrire sur Rennes-le-Château. Et je pense que ce sont eux qui vont donner l'importance, parce qu'avant Rennes-le-Château c'est régional, on en parle dans la Dépêche, on en parle dans l'Indépendant, alors c'est lu mais dans la région, il y a des chercheurs mais ils viennent de Carcassonne, ils viennent de la région. Là ce sont des journalistes parisiens, Charroux, Basal et les Rivières, ils ne sont pas parisiens mais ils sont édités à Paris, qui vont je pense développer l'affaire de Rennes-le-Château et en parler donc dans les journaux, noir et blanc, et tous les journaux qu'on va voir ici. Ça, c'est un article des époux Rivière où on évoque le trésor des Visigoths. Avant Basal, il évoque le trésor des Cathares, eux évoquent le trésor des Visigoths. Alors, pourquoi les Visigoths? Parce que les Visigoths, bon, il y a une tradition, les Rivières sont des gens de la région, hein. Jean Rivière est un photographe, sa femme Micheline Rivière est une journaliste, une enquêtrice, elle fait des vraies enquêtes, sa fille vit encore, Madame Tabès, et quand on l'a au téléphone, elle dit « ma mère faisait des vraies enquêtes ». Ma mère, elle ne recopiait pas ce que lui disait Noël Corbu ou ce que disaient les uns et les autres. Elle ne lisait pas d'articles pour écrire. Elle faisait une enquête, elle allait voir les habitants de Rennes-le-Château, elle allait voir les gens qui connaissaient la Bessonnière, qui avaient connu la Bessonnière. On est dans ces années-là, on est dans les années 50. La Bessonnière est morte en 17. Vous voyez, il y a 33 ans, c'est pas énorme. Il y a beaucoup de gens à Rennes-le-Château qui ont connu l'abbé. Cette dame, Madame Rivière, donc, qui signe l'article, hein, va voir ces gens, et c'est elle qui va écrire. C'est elle qui va parler du cimetière. C'est elle qui va parler des tombes. Donc c'est pour ça qu'en allant voir ces articles, en allant voir ce qu'ont écrit les gens qui enquêtaient sur la Bessonnière, mais à l'époque, sans filtre, on va retrouver des éléments qui vont nous permettre de comprendre comment cette affaire a évolué. Donc ça c'est Charroux qui lui est un défenseur entre guillemets, parce qu'il écrit généralement ce que dit Noël Corbu. C'est un défenseur du trésor de Blanche de Castille. Donc on a Basal, c'est le Graal des Cathares, Charroux, c'est le trésor de Blanche de Castille, et monsieur et madame Rivière, ce sera plutôt le trésor des Visigoths. Et c'est autour de ça que vont réagir les premiers chercheurs. Les premiers chercheurs, on a très peu de textes de ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui, avant 56, étaient ici. J'ai eu l'occasion de parler avec, alors des gens qui étaient, pas des gens qui étaient ici avant 56, mais qui ont rencontré les chercheurs. Hein, donc M. Bieler, par exemple, Alain Chatillon,
même Didier Ricard de Thury, tous ces gens-là, quand on leur demandait, ils disaient, il n'y a pas de texte de l'époque, il n'y a pas jamais eu de texte avant 56. Il n'y en a que quelques-uns qui émanent donc de gens qui étaient à Rennes-le-Château avant 56, et on va voir ces textes-là. Parce que dans ces textes, ce sont des textes, encore une fois, où il n'y a pas de filtre. Ces textes défendent chacun un axe, un trésor, Blanche de Castille, les Visigoths ou le Graal des Cathares, mais il n'y a personne qui leur a écrit. C'est eux qui ont fait l'enquête et ils ont écrit ça. Donc je pense que c'est intéressant pour comprendre la suite. Le premier, c'est le rapport Cholet. Alors le rapport Cholet, il a un avantage, c'est que la lettre de demande qui est là, de M. Cholet à la mairie de Rennes-le-Château, elle date de 1955. Donc, avant cet article dans la presse de Noël Corbu, qui donne le point de départ. Malheureusement, son rapport, il est daté de 67. Donc on ne peut pas exactement... Dans le rapport, on ne peut pas évaluer ce qui a été fait, vraiment ce qui a été dit avant la rencontre de tous les autres chercheurs, parce que Gérard de Sède est venu avant 67, Pierre Plantard est venu avant 67, il y a beaucoup de gens qui sont venus avant 67, qui ont pu parler à Cholet et qui l'ont influencé pour son rapport. Donc c'est un peu gênant, mais sa demande, elle date de 1955. Alors là, j'ai mis, la première fois que le rapport Cholet est évoqué, c'est dans Trésor et détection, et c'est M. Vallet, qui est ici présent, qui en a parlé, donc c'était il y a bien longtemps. Certains prétendent, il y a eu des discussions entre Gérard de Sède et Pierre Plantard quant au droit d'auteur, quant à la parution. L'apparition du livre a été un peu compliquée. Certains affirment qui étaient proches de Pierre Plantard, ce sont des gens qui sont proches de Pierre Plantard qui m'ont dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, hein, et c'est ce qu'ils disent en fait, que ça a servi un peu de copyright. C'est-à-dire Pierre Plantard avait peur que Gérard de Sède revendique seul l'or de Rennes, donc il a déposé à la Bibliothèque nationale un texte qui lui permettait de le revendiquer. Parce que là, on parle de tout. On parle de Poussin, on parle de Ténier, on parle de tout. Hein, dans les descendants mérovingiens. On va le voir. Voilà. Là, c'est vraiment, là, on passe du trésor de la Bessonnière à l'affaire de Rennes-le-Château. Ce texte-là, si vous dites, c'est le pré-hors de Rennes. Ça reprend tous les différents et tous les documents qui existaient avant. Ça reprend tous les textes, ça s'appuie dessus, sur ce que disait Corbu, sur ce que disait Basal, ce que disait Cholet, ce que tous les gens qui avaient écrit avant, Blanc-Cassalle va les reprendre, va les mélanger et va se les approprier. C'est ce récit qui va prévaloir très longtemps. La Bessonnière, il cherche dans son église, il s'en va à Paris, il rencontre Ophé, il rencontre Edma Calvet, il va chez Debussy, il revient, il trouve le trésor. Bon, c'est ce qu'on va raconter longtemps. Maintenant, on remet en cause. Il n'a sans doute pas été à Paris. Edma Calvet, sans doute, il n'a jamais vu. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en cause. Mais le texte de Blanc-Cassalle, c'est celui qui va tenir très très longtemps. Alors là, on va rester un texte qui est un peu... qui est court, hein, ça fait 20 pages, qui est beaucoup moins descriptif, beaucoup moins romanesque que l'or de Rennes, mais tout est dedans. Gérard de Sède, hormis le codage de l'église, le chemin de croix, les statues, la statuaire, hormis ça, il y a tout dans Blanc-Cassalle. Les éléments du codage du grand parchemin, c'est donné dans Blanc-Cassalle. C'est là la première fois qu'on parle du livre de l'abbé Boudet. Avant Blanc-Cassalle, personne ne parle de l'abbé Boudet. Personne. Ni Corbu, ni Basal, ni Rivière. Personne. Le premier qui parle de la langue celtique, de la vraie langue celtique, c'est Blanc-Cassalle. C'est le premier document qui relie la lignée mérovingienne et Rennes-le-Château. Et ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi après. Et dans Blanc-Cassalle, on affirme que l'abbé est missionné pour retrouver des parchemins qui prouvent la légitimité d'une dynastie que l'on croyait éteinte, les grands maîtres du prieuré de Sion, qui étaient chargés de protéger cette dynastie sacrée, qui est reprise donc par l'énigme sacrée et par le Damasicone. C'est dans Blanc-Cassalle qu'on va en parler le premier et qu'on va jeter
la structure du récit. Ça, c'est la fameuse liste des grands maîtres du prieuré de Sion. Alors, cette liste, je ne dis pas qu'elle existe. Hein. Bon, le premier livre que j'ai écrit, L'ambition barbare, c'est en partant de cette liste que je l'ai écrite. Et dans l'ambition barbare, je montre que des éléments, notamment ici, tous ces gens ici, à partir de là jusque-là, il y a une continuité dans la volonté de défendre la dynastie Habsbourg. Je ne crois pas que le prieuré de Sion ait existé, mais je crois que ceux qui ont constitué cette liste ne l'ont pas fait au hasard. Ils n'ont pas pris des personnalités comme ça, ils ont pris des personnalités qui, à un moment de l'histoire, sont intervenues pour la protection de cette lignée qu'ils affirmaient royale et divine. Si c'était vrai, c'est une autre histoire. Mais eux l'affirmaient dans leur récit. Quand on cherche dans Rennes le Château, vous lisez les textes, hein, vous dites, bon, c'est les textes d'origine, je ne peux pas me tromper, c'est comme ça que ça s'est passé, il n'y a rien de particulier. Et pourtant, comme je vous dis, il y a quelque chose que vous découvrez, que j'ai découvert en écouvrant le livre, et qui va me renvoyer sur une autre enquête, et c'est ici, quand vous voulez mon frère, je vous montre pour. Ça, c'est un article de Marius Fatin. Marius Fatin, c'est le châtelain de Rennes-le-Château. Il ne s'est jamais intéressé à l'affaire de la Bessonnière. C'est très rare. Très peu, en fait. Mais il a écrit un article sur l'église de Rennes-le-Château où il affirme que Bérat II, fondateur de l'abbaye d'Alais, quand il perdit son comté, donc il s'est réfugié à Rennes-le-Château, et il a été enterré à Rennes-le-Château sous une pierre tombale. Alors maintenant le tombeau est vide, c'est toujours le tombeau vide, hein, le mythe du tombeau vide, c'est-à-dire du roi qui va revenir, dans une pierre tombale d'origine mérovingienne. Donc ça, c'est... Bérat II, il avait véritablement existé. Hein. Il n'y a pas de problème, Bérat II a existé. Pas à la même époque, qui va être repris après, mais il existait. Fatin, il n'a rien à voir avec la Bessonnière. Il a écrit un article dans un journal pour parler de la richesse archéologique de Rennes-le-Château. Le petit Sigebert est sauvé par sa sœur. Irmine est ramenée en 681 à Reda par son grand-oncle Lévis, dit le Bélisson. Alors, c'est la raison pour laquelle Rennes-le-Château devient le berceau d'une nouvelle dynastie mérovingienne. Dagobert II, qui est roi mérovingien, il est assassiné, il n'a pas d'enfant. La lignée se termine, les Carolingiens arrivent au pouvoir. Sauf que il avait un fils caché qui vivait en Irlande et qui a été ramené en 681, par hasard, à Rennes-le-Château, Bérat II, bon, voilà, qui s'appelle maintenant Plantard. Bon, voilà. Sigebert IV est surnommé Plantard, il est ramené à Rennes-le-Château, ce qui fait qu'il va reprendre Pierre Plantard, Bérat II, qui soi-disant est enterré à Rennes-le-Château, d'une manière vraie ou fausse, mais c'est fait par quelqu'un bien avant lui, dans les années 50, il va reprendre l'information en disant que son grand-oncle Lévis l'a ramené à Rennes-le-Château. Il s'est marié avec une fille de Rennes-le-Château, et ils ont continué, ils ont eu des enfants, et cette lignée royale, elle existe toujours à Rennes-le-Château. Mais Lévis, dit le Bélisson, on en a parlé tout à l'heure, les Lévis, c'est la famille de Mirepoix. C'est les descendants des Lévis qui seront venus ici avec les Cathares. Incidemment, Pierre Plantard, dans son histoire de Dagobert II, qui a un fils soi-disant perdu, on sait qu'il n'a pas de fils. On le sait. Il va dire si il avait un fils, il était caché. Il va arriver à Rennes-le-Château. On a d'ailleurs sa tombe. Hein? D'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit avant moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et ce Bérat II, son grand-père, hein, il a un grand-père, parce qu'il se marie, les Mérovingiens se marient avec les Bérats. Incidemment, Pierre Plantard va faire entrer un fait historique. Les Lévis sont effectivement mariés au voix. Ils sont tous les deux issus de la croisade des Albigeois. Un, deux voisins bretonneux, l'autre de Lévis-Saint-Nom, deux villes à côté
de Montfort-l'Amaury, dont on parle dans un document très ancien qu'on a trouvé à Rennes-le-Château. Et cette maison de Lévis, dont voici le blason, quelle est sa devise? Elle est ici. Dieu aide au second chrétien Lévis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le second chrétien Lévis, c'est celui qui a été baptisé juste après Clovis. Clovis est le premier chrétien. Lévis est le deuxième chrétien. On revendique son ascendance mérovingienne. J'ai été baptisé en même temps que Clovis, et c'est ma famille. Ça, c'est sa devise. Les Lévis, ils se jouaient de l'homophonie, pardon, avec la tribu de Lévi, et voilà comment ils disaient: je vous salue Marie. Je vous salue Marie, ma cousine, pleine de grâce. C'est-à-dire qu'on a dans la famille Lévis une origine mérovingienne et royale et une origine divine, qui est revendiquée d'une manière romanesque, d'une manière romantique, mais eux revendiquent ça au Moyen-Âge. La croisade des Albigeois, c'est 1240. Donc c'est au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, ça fait sens. Ça fait sens, une affaire comme ça. C'est pas un truc de folie. Et Pierre Plantard va utiliser cette famille de Lévis, avec donc cette origine divine, et royale, et mérovingienne surtout, pour la poursuite de ses activités. Selon Plantard, la Compagnie du Saint-Sacrement est l'ancêtre du prieuré de Sion. Qui a créé la Compagnie du Saint-Sacrement? Regardez le blason là en haut à droite. C'est Henri de Lévis. Qui faisait partie de cette compagnie? Ah, vous les connaissez tous. Saint-Vincent de Paul, Nicolas Pavillon, Fouquet, Ollier. Tous les hommes dont on parle à Rennes-le-Château. Le blason des Lévis, il est là. D'où il vient ce blason? Le voilà ici. Ce blason, à l'origine, il s'appelle Hainaut ancien. C'est un vieux blason des comtes de Hainaut. Les comtes de Hainaut, ils sont à l'origine de la famille de Montfort. Donc le premier blason de Simon de Montfort, ça a été ça. Pas ça, hein. Juste ça. 3 chevaux. Simon de Montfort a passé par mariage ce blason à son sénéchal, Lévis, qui a gardé le blason. Les Montfort ont changé de blason. Et les Lévis, encore maintenant, ont conservé ce blason. Ce blason-là, c'est le blason de la ville de Soigny. Soigny, c'est en Belgique, c'est à côté de Tournai. Tournai, c'est le berceau des Mérovingiens. Clovis est né à Tournai. Les Mérovingiens sont originaires de la région de Soigny et de la région de Tournai. D'ailleurs, Saint-Vincent de Soigny est un prince mérovingien. Son nom barbare, c'est Mal-de-Guerre. Et il est devenu saint sous le nom de Saint-Vincent de Soigny. Il a créé une abbaye à Soigny et il est enterré là-bas. Et il y a une liste d'avoués de Vincent de Soigny. Donc ce sont des gens qui viennent demander la protection de Saint-Vincent de Soigny, qui est le créateur de ce blason. J'ai oublié de le dire. Le premier comte de Hainaut, c'est Vincent de Soigny. C'est lui qui a créé ce blason Hainaut ancien. Regardez la liste des gens qui sont des avoués de Saint-Vincent de Soigny. Tous, jusqu'au Habsbourg, à partir d'ici, Habsbourg, avant c'est des Bourgognes, et avant c'est des Valois. Tous sont les gens qui sont chargés de protéger la lignée royale et divine. Dans ces gens qui sont avoués de Saint-Vincent de Soigny, tous, Charles Quint, Habsbourg, Louis Engelbert d'Arenberg, c'est un baron belge qui est intervenu pour que les Habsbourg prennent le trône de Belgique
en 1830. Malheureusement, ce sont les Nassau qui ont eu l'affaire. Mais tous ces gens qui sont des avoués de Soigny et qui vont rendre hommage à Vincent de Soigny, compatriote de Dagobert-II, évidemment, tous ces gens-là font partie des avoués de Saint-Vincent de Soigny. Une compagnie qui existe encore maintenant. Donc on se rend compte que sous couvert d'un récit merveilleux, extraordinaire, il y a quand même une réalité qui pointe. Que vous avouez que pour avoir des infos, pas ça, pas la liste, ça est en Wikipédia, mais sur l'avoué de Vincent, c'est infernal. Avec tous les moyens qu'on a, c'est infernal. Pourtant, je suis de la région là-bas, je suis allé à Soigny, j'ai vu la... Alors, pas que les gens disent, on ne peut pas en parler, hein, mais il n'y a pas de document. Comment des gens comme Pierre Plantard, qui interviennent dans les années 50, ils arrivent à avoir ces infos. Cette histoire de blason, même les Lévis ne savent pas l'origine de ça. Les Lévis ne savaient pas que ce blason-là, il venait de la maison de Hainaut. Pourtant, les Lévis, c'est quand même pas des clowns. Il y a des académiciens, il y a des... C'est vraiment des gens importants. Pourtant, ils ne le savaient pas. Comment les gens comme Pierre Plantard et ceux qui travaillent avec lui arrivent à avoir ces informations? Je ne sais toujours pas. Et je vous dis, c'est en cherchant et en balisant les choses, en disant, j'ai les textes là-dedans, je vous l'ai dit, je crois. J'ai mis les 4 textes, tels qu'ils sont parus dans les années 50, pour être sûr que quand vous lisez, on sait exactement ce qu'on disait. Il n'y a pas de mensonge. Et pourtant, quand tu crois que tu as fini l'affaire, tu dis c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé. Parce que Pierre Plantard avait inscrit dans un paragraphe que celui qui vient ramener le roi perdu, Sigebert IV, il est ramené par son grand-oncle Lévis. Le grand-oncle Lévis, c'est, avec le mariage des voisins, c'est Philippe de Lévis, le maréchal de la foi de la croisade des Albigeois. Et quand on voit ce qu'il fait après, notamment la compagnie du Saint-Sacrement, où là c'est vraiment Ollier, Saint-Vincent-de-Paul, Fouquet, c'est vraiment le cœur de notre affaire. On se dit, mais comment ont-ils ces infos? Sinon, parce que c'est la vérité. Le collège du Grand Parchemin, sur la fameuse phrase bergère, comment est-elle apparue dans l'affaire? On ne va même pas discuter de savoir quand ces deux, la dalle de Blanchefort et la stèle de Blanchefort, sont apparues dans l'histoire. On ne va même pas en parler. Madame de Blanchefort est morte en 1781. On va supposer que sa dalle tombale a été construite quelque temps après sa mort, en 1781. Sa dalle tombale, c'est ça. Donc si je dis Madame Nanani, Prédis Régis, Célis Arcis, PS, Précom. Là, c'était rajouté ces trucs. Je les ai laissés, ça n'a pas d'importance. Donc, il y a cette dalle dans le cimetière de Rennes-le-Château. Comment on va faire? On va faire un anagramme de 119 plus 9 lettres, de 128 lettres. Pourquoi 128 lettres? Parce que celui qui fait l'anagramme, n'importe qui, quel qu'il soit, il veut jouer sur le fait que dans l'hôpital, il y a blanc et noir. Il y a Madame de Blanchefort et il y a de Nègre. Marie de Nègre, Madame de Blanchefort. Donc, dans l'épitaphe, il y a les deux, le noir et le blanc. Donc il se dit, je vais faire une anagramme de 128 lettres. Parce qu'il a l'intention de mettre les 128 lettres dans 2 échiquiers. Donc il fait son anagramme. Et voilà ce qu'il obtient. Il prend les lettres, une à une, et il fait des mots. S, E, C, P, O, U, 2 S, I, et il met des mots. Toussaint, Ténier, Croix, Pomme, Bleu, Midi. Ah, il fait ça. Et il obtient la fameuse phrase bergère. Avec son anagramme, 228 lettres. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît tous. Mais c'est comme ça qu'on l'a fait.
On ne la fait pas autrement. C'est pas en découvrant un parchemin, un bazar avec des trucs. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Non. Il a sa phrase bergère. Et il va écrire son histoire. Ah, ben la Bessonnière, il va au Louvre. Et il achète un pouce. Et il achète un ténier. De la croix. Par la croix. La Bessonnière, il va à Saint-Sulpice. Il voit les œuvres de la croix. Pomme bleue, dans l'église. Après avoir écrit ça, il raconte l'histoire. Et effectivement, on dit c'est incroyable. En lisant cette histoire, on trouve tout dans la phrase. Il a fait après. Il a d'abord fait ça. Ensuite, polygraphie du cavalier. C'est un truc qui est très à la mode. On prend une phrase, on met le B, le E, le R, le G, et on arrive à remplir un échiquier. Toutes les cases, sans jamais s'arrêter. Ça s'appelle la polygraphie du cavalier. Il va le faire sur deux. Et il va écrire sa phrase. B, E, R, G, E, R, E, et ainsi de suite. Oh, de tentation. Il va tout dire allemand. Il a ses échiquiers. Blanchefort et Nègre. Tous les lettres, ici, X, L, L. À la suite, il va faire une longue liste de 128 lettres. Il va les mettre là. Ici, 128 lettres. Et il va leur donner leur valeur alphanumérique. X, c'est 23. X, 23. N, 14. N, 14. L, 12. L, 12. Il va les coder. Vous savez, il y a deux clés. Donc on dit l'envers de l'épitaphe, PS précoule, donc il va le marquer là, l'envers de l'épitaphe, et il va donner la même chose. Il va donner des lettres. Cloc, cloc. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va soustraire 23 moins 13 égale 10. Il va regarder ici, 10, c'est quoi? C'est le I. 10, c'est le J. Donc il va mettre J. Et ainsi de suite pour les 128 lettres. Ensuite, il va mettre une deuxième clé, mort et paix. Toujours avec à côté la valeur de la lettre. Il va faire la même chose. 10 plus 13. 23, V. Je vais le mettre là. 22, V. Et il va retrouver une liste VCPS, GQR. Oh putain, c'est dur. Et il va tout rentrer dans le grand parchemin. Toutes les lettres qu'il a trouvées, il va les foutre là-dedans. Et il a son grand parchemin. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Dites-moi comment on retire 128 lettres de ça. Bah, toutes les 6 lettres, il y a une lettre ajoutée. Bah, tu sais bien que c'est pas tous les 6 lettres. Voilà, il y a quelques erreurs. Il y a 40 lettres supplémentaires, en plus des 128. Oui, en plus. Entre les lettres fausses, les lettres rajoutées, et là, tu les arrêtes. 40. Donc tu vas sortir une lettre, une file, 168 lettres, qui vont redire B, C, K, P, R, 7. Comment peux-tu savoir 7 qu'on enlève? C'est pas possible. Personne n'a réussi à le faire, pour l'instant. Vous, il faut toujours partir de l'autre côté, de la tombe. Et tout s'explique. Pas besoin de code Wigner. Il y a un bouquin. Ce livre. Traité élémentaire des jeux d'esprit. Donne tous les codes qui seront utilisés pour faire ça. Tous. Et il date de 1840. Tout. Pas besoin de visionnaire de trucs. Code Jangada.
Tout est marqué là-dedans. Mortépé, il n'a pas besoin, si jamais c'était d'autres lettres qui avaient été petites, qui avaient été ceci, il aurait pris les autres lettres. Et s'il n'en avait pas eu, il aurait pris les premières lettres là. Je veux dire, la dalle en elle-même, la stèle en elle-même, elle ne prouve rien. Elle aurait pu être comme on veut. Comme on veut, on aurait pu faire le codage de la même manière. Alors, on n'aurait pas mis Mortépé, on aurait mis autre chose. Mais faire l'anagramme de 128 lettres, Ouais. il était doué le mec. Hein. Mais attends, Paul Saucet, il en a fait un. Moi, j'en ai fait un de ce... Oui. Et en plus, il était sur Marie-Madeleine, sur ceci. Moi, j'en ai fait un avec Jean Brunelin, avec Jean-Luc Chaumeil, avec Cros. Non, au plus il y a de lettres, au plus c'est facile. Comme là, il prend son truc. Il faut toutes les utiliser, il faut Ah, pas... si, on fait 681. Oui. Pas que 681. Vous dites, non, de Dieu, c'est incroyable. 681, c'est la date à laquelle est arrivé Sigebert IV à Rennes-le-Château. Oh ouais. L'héritier mérovingien. C'est incroyable. Le bazar, tu fais des trucs, des bazars et t'arrives là. Non, il a trouvé ça. On va dire, tiens, c'est une bonne date, ça, pour Sigebert IV à Rennes-le-Château. Et il écrit, Sigebert IV est arrivé en 681. S'il était arrivé à 912, ça arrive en 912. Tout est fait comme ça. Il y a ça, et après, on raconte. Il y a ça, et après, on raconte. C'est pas ce qu'on raconte qui vient prouver ça. Il faut admettre ça. Et on arrive à l'exactitude. Et on arrive ensuite à trouver la vérité. On arrive à oublier ces trucs. On arrive à la vérité. Il a mis 681 parce qu'il a trouvé là. Mais il est quand même venu à le château. Mais Plantard, il avait déjà son histoire quand il est arrivé. C'est pour ça qu'il connaissait les histoires de Mérovingien. Et il a trouvé des moyens de coller son histoire. Je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que je dis, Plantard, le Visigoth, les ceci, il s'en fout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les Mérovingiens. D'ailleurs, il parle très très peu de la Bessonnière, du trésor de la Bessonnière, Pierre Plantard. Il va se rattraper après, dans la VLC, dans la préface de la VLC, bien plus tard, dans les années 70, parce qu'au début, dans Blancastel, il raconte la Bessonnière, il s'en fout un peu de la manière dont il trouve son trésor. Il dit qu'il a été missionné pour retrouver des documents qui prouvent la généalogie mérovingienne. Voilà. Mais Pierre Plantard, il a son histoire. Corbu, il n'a pas son histoire. Corbu, il raconte ce qu'il voit. Basal, il a un micro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il raconte. Charroux, pareil. C'est ça la différence. L'autre arrive avec une histoire déjà écrite. Et il va, là, l'enraciner dans Rennes-le-Château. Avec des détails, avec des histoires comme ça. Et il va réussir à nous convaincre. C'est pour ça que c'est un succès. C'est pour ça qu'on est passionné. Parce que cette affaire rêvée, cette affaire inventée, elle colle à la base, aux fondations de Rennes-le-Château, tellement fort qu'il y a encore des gens qui sont persuadés que non, Pierre Plantard a eu un dossier qui raconte cette histoire. Et ce qui est formidable, c'est que personne ne peut prouver que ce dossier n'existait pas. C'est l'ambiguïté de Rennes-le-Château. C'est pour ça que je dis que c'est plus fort que toi. Même si tu prouves tout, il arrive toujours à dire, bah merde, comment c'est possible ça? Et il faut recommencer. Et on va retrouver quelque chose d'autre qui va nous remettre sur une autre piste.